Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du film au pif, concept tout simple où je dois piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois essayer de vous en parler, comme ça, de mémoire, de vous le pitcher vite fait, et de vous raconter quelques anecdotes que je peux connaître sur le tournage du film, histoire de tout bêtement vous donner envie de le voir en fait. Et comme d'habitude, avant de commencer, je dois essayer de deviner l'année du film que je vais piocher. Et ce soir, je vais dire, allez, 2006. Alors, c'est le moment de procéder au piochage, à la piochure, à la pioche. Enfin bref, c'est le moment de piocher un film et de savoir si je me suis trompé de beaucoup ou pas. Et donc pour ce soir, on va aller piocher. Allez, mettons par là. Et on pioche, qu'est-ce que c'est? Le jour d'après. Et ben le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas avec ce film qu'on va se réchauffer. Alors, le jour d'après. Film américain, plutôt arrangé dans la catégorie catastrophe, de 2004. Donc moi j'avais dit 2006 à 2 ans près, et ben, j'ai encore paumé mon pari. Et d'une durée de 124 minutes, donc 2h04. Et donc film réalisé par Roland Emmerich, ou Emmerich. Je ne sais pas trop comment on dit, mais je pense que c'est Roland Emmerich. Et donc Roland Emmerich, bon, je pense que tout le monde a entendu son nom, parce que c'est quand même monsieur film catastrophe, surtout depuis, on va dire, depuis Independence Day. Clairement, chaque fois qu'il touche à ce registre, il enterre un petit peu plus le clou en disant bah, c'est moi le boss. Cherchez pas, les Michael Bay ou autres Wolfgang Petersen, bon bah cherchez pas, c'est lui le patron. Parce que Roland Emmerich, c'est quand même le mec qui aime construire ses films, souvent à partir d'un gros concept, on va pas dire foireux, mais très souvent basé sur des théories du complot. On a pu le voir notamment, par exemple, dans Stargate, ou même dans 10 000, c'est un petit peu la même théorie des anciens bâtisseurs qui seraient venus il y a très longtemps pour inculquer leur savoir-faire au peuple égyptien, ou qui auraient construit les pyramides, ou même qui seraient venus, comme dans Stargate, pour chercher des humains et aller les exploiter sur une autre planète, quoi. Voilà, ça c'est déjà une première théorie du complot. On a aussi dans 2012, c'est encore une autre théorie du complot, puisque c'était, enfin, le complot entre guillemets, c'était la fameuse théorie de la fin du monde qui devait avoir lieu, je crois en décembre 2012 ou un truc comme ça. Donc il s'est basé là-dessus pour construire son film. On a aussi, forcément, Independence Day, qui part de la théorie toute bête des aliens, les aliens qui nous rendent visite, sauf que c'est pas une théorie nouvelle, si on veut, sauf que là, Roland Emmerich, il dit, ok, on va faire une invasion d'aliens, avec des vaisseaux qui font 25 bornes de diamètre, quoi. Donc là, on va envoyer le lourd. Voilà, c'est souvent un petit peu ça, marque de fabrique, c'est d'envoyer le très très lourd, quoi. Même son dernier film en date, Moonfall, part aussi d'une théorie du complot, la fameuse théorie de la Lune creuse, c'est-à-dire que la Lune serait, on va dire, plus ou moins une sorte d'étoile noire construite par une espèce d'alien plus avancé que nous, qui aurait construit ça, histoire de nous surveiller plus ou moins depuis leur poste avancé, quoi. Bon, voilà, le film est basé plus ou moins sur cette théorie-là. Et donc le jour d'après ne déroge pas à cette règle, puisque lui aussi, il est basé sur une théorie, alors je ne sais pas si on peut parler de théorie du complot, mais il est basé sur les théories du réchauffement climatique qui entraîneront une nouvelle ère glaciaire. Donc, voilà, sur le papier, la trame de base du jour d'après, quoi. Donc, vous voyez qu'encore une fois, c'est basé sur des théories. Voilà, des théories qui lui permettent de déballer le grand jeu à chaque fois quasiment. Parce que s'il y a un truc qui fait bien, c'est prendre un gros concept comme ça et l'assumer jusqu'au bout. Parce que quitte à prendre un concept, on va dire, un peu bancal, autant essayer de le creuser au maximum et d'envoyer tout ce qu'on pourrait envoyer dans le genre, quoi. Et ça, c'est un truc qu'en général, il sait plutôt bien faire. Personnellement, j'ai une opinion que je retrouve chez peu d'autres youtubeurs ou même de cinéphiles concernant Roland Emmerich, c'est que j'estime que le mec sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que je le compare assez souvent à un Paul Verhoeven, par exemple. Pour moi, on a affaire là à deux réalisateurs européens qui sont partis faire des films à Hollywood, et ils ont très bien compris, Hollywood, en quoi ça consiste. Hollywood, c'est de la poudre aux yeux, c'est du show à outrance, c'est on fait tout péter, on en met plein la vue, quitte à ce que ce soit un peu débile. Et chez Paul Verhoeven, on va dire, le sarcasme est quand même relativement appuyé, on aurait du mal à passer à côté. Je pense que Roland Emmerich, il a aussi cette espèce de second degré, et il sait ce qu'il fait, et il le fait de manière à ce que les Américains le voient pas forcément, mais que nous, on comprenne assez vite qu'il est un peu en train de se payer leur tronche, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, c'est toujours les Américains qui gagnent, c'est toujours les Américains qui ont tout ce qu'il faut, les meilleures idées, les meilleurs gars, les meilleurs tout, à outrance. Ça glorifie les Américains, donc pour eux, ils sont très contents parce que, on pourrait dire cocorico. Pour les Américains, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais bon, voilà. Et nous, on peut percevoir ça comme, voilà. Alors, il y en a qui vont dire, Roland Emmerich, il fait ça parce que c'est un vendu à Hollywood.
Moi, personnellement, j'aurais du mal à penser que ce mec-là, il sait pas ce qu'il fait, et je pense qu'il le fait exprès, et qu'il se fout un peu de leur gueule, quoi. C'est-à-dire, il prend le concept, et puis il le fait, voilà, c'est ça que vous voulez, je vais vous le faire, mais venez pas chialer derrière, quoi. Voilà, ce que je pense de lui. Au niveau du casting, alors bon là, pas de très gros noms à noter, hein, c'est-à-dire pas de Arnold Schwarzenegger, pas de Bruce Willis, ou même encore de Mel Gibson, mais quand même une belle brochette d'acteurs très confirmés, avec en tête de liste Dennis Quaid. Alors Dennis Quaid, vous l'avez sans doute vu dans le génial L'Aventure intérieure, qui est certainement un de ses rôles les plus marquants, avec aussi le film sur la biographie de Jerry Lee Lewis, c'est-à-dire Great Ball of Fire, dans lequel il joue Jerry Lee Lewis, et dans lequel il est excellent. Je crois même qu'il avait été au moins nommé aux Oscars pour ce film. Et puis, Dennis Quaid, on a pu le voir dans tout un tas d'autres films, dont notamment L'Enfer du dimanche, dont j'ai déjà parlé aussi, je crois, pour une autre vidéo, je sais plus laquelle. Donc L'Enfer du dimanche avec Al Pacino, Cameron Diaz et tout ça, un film d'Oliver Stone. Et puis, on l'a vu dans quand même beaucoup de films, hein, Dennis Quaid. On avait aussi pu le voir dans Tombstone, je crois, ou alors c'est Wyatt Earp. Parce que, en fait, voilà ce qui se passe. Il y a deux films qui traitent plus ou moins de la même chose, c'est-à-dire Tombstone et Wyatt Earp, qui traitent de ce qui s'est passé à OK Corral, quoi, plus ou moins. Sauf que Wyatt Earp, c'est avec Kevin Costner, et Tombstone, c'est avec Kurt Russell dans le rôle titre. Et donc, là, il se trouve que Dennis Quaid joue le rôle de Doc Holliday dans un des deux, et que dans l'autre, c'est Val Kilmer qui joue le même rôle. Sauf que je sais plus lequel. Comme ça, je dirais que c'est dans Wyatt Earp qu'on a Dennis Quaid et Val Kilmer dans Tombstone. Mais à vérifier. Et pour finir, on a aussi pu le voir dans le rôle principal des Dans la mer 3, et dans la mer 3D même, puisque c'était une tentative de faire un film entièrement en relief avec la technologie de l'époque, et que c'est un énorme ratage au niveau des effets visuels, ce film. Ce qui est dommage parce que le concept était pas si mauvais pour un troisième film d'une saga qui était partie pour nous refaire plus ou moins tout le temps la même chose. Là, c'était une tentative de se démarquer au niveau du scénario. Simplement, il n'y avait pas le budget, quoi. Et ça se voit, malheureusement. Ah si, et puis Dennis Quaid, on a aussi pu le voir dans l'excellentissime L'étoffe des héros, qui est un film qui nous raconte un petit peu le parcours des tout premiers astronautes du programme spatial américain, hein, donc les missions Mercury, Gemini et ensuite Apollo. Bon voilà, Dennis Quaid il joue un des mecs, là, un des premiers astronautes du programme américain. On va aussi avoir l'immense Ian Holm, qui est pourtant pas très grand. Ian Holm qui jouait bien entendu le rôle de Bilbon le Hobbit dans la saga des Seigneurs des Anneaux et dans la saga des Hobbits, mais quand même plus dans le Seigneur des Anneaux, dont j'ai pu traiter le premier volet dans une vidéo précédente du film au pif, qui n'est pas encore sur cette chaîne, mais qui finira par y venir. Vous connaissez un petit peu la chanson maintenant. Et Ian Holm, on a aussi pu le voir, notamment dans le tout premier Alien, où il jouait le rôle de, je sais plus comment il s'appelle dans le film d'ailleurs, mais c'était, on va dire, l'androïde de la mission, quoi. Et donc voilà, quelques rôles marquants comme ça, comme aussi dans le cinquième élément où il jouait le père Vito Cornelius. Et puis voilà, quelques films comme ça encore, comme Existence et autres. Voilà. Donc Ian Holm, c'est quand même une grosse pointure aussi à Hollywood. C'était une grosse pointure parce que malheureusement, lui aussi, il nous a quittés il y a quelques années. Mais bon, on se souviendra de lui grâce à tous ces rôles cultes qu'il nous a laissés quand même. Merci pour tout, monsieur Holm, et reposez en paix. Non, je vous vois, ceux qui ont pensé à reposer en paix. Non, on la fera pas. Ah si, du coup, j'ai fait. Quant à la suite du casting, on va avoir de nouveaux visages, en tout cas à l'époque, puisqu'on va avoir Emily Rossum. Alors Emily Rossum, malheureusement, elle a sûrement pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir, simplement parce que elle a fait l'erreur d'accepter de jouer dans cette bouse intersidérale qui s'appelle Dragon Ball Evolution. Oui, je sais, il fallait pas le dire le nom, mais je suis bien obligé de le dire. Hein. Voilà, bon, elle a joué là-dedans, malheureusement, et je pense que ça a un petit peu plombé sa carrière. En tout cas pour les années à venir. Parce que depuis, je crois qu'elle cartonne dans une série télé dont je ne connais absolument pas le nom, parce que je suis pas trop série télé. Mais en tout cas, je sais qu'elle a une série dans laquelle elle marche bien. Et bon, tant mieux pour elle, parce que moi, c'est une actrice que je trouvais plutôt sympathique, assez charmante, et qui, voilà, j'aimais bien. Mais c'est promis, je parlerai plus jamais de Dragon Ball Evolution sur cette chaîne. Oui, je sais, je viens de le refaire. Mais c'était pour vous expliquer que je ne le referai plus. Et puis, pour compléter ce casting, le très peu connu, en tout cas à l'époque, Jake Gyllenhaal, puisqu'il a au moins fallu attendre qu'il joue dans Brokeback Mountain pour commencer à vraiment être connu. Et puis, depuis, on sait qu'il est tous devenu une superstar, puisque à l'heure actuelle,
bah, il est à peu près partout. Hein. Il y a régulièrement soit 1 ou 2 films par an, peut-être même des fois plus, qui sortent avec Jake Gyllenhaal dedans. C'est un petit peu la méga star. Même si des fois, bah, du coup, il se plante un peu, parce que je crois que le tout dernier Roadhouse qui a été fait, là, le remake, avec lui, c'est vraiment pas une grosse réussite. Mais je l'ai pas vu, donc je vais pas le critiquer. Au niveau de la musique, on va avoir un thème plutôt sympa, composé par Harald Klauser. Alors, je vous en dirai pas plus sur ce compositeur, parce que je crois même que c'est la première fois que j'entends son nom. Du coup, bon ben voilà, je vous laisse faire vos propres recherches. Quoi qu'il en soit, sur ce film, il nous fait un thème plutôt mélancolique, parce que on va pas se mentir, c'est probablement le film le plus sérieux de Roland Emmerich, en tout cas celui à prendre le plus au premier degré, et donc la musique s'y prête et nous accompagne dans cette voie-là, puisque clairement, dès les premières notes, on comprend qu'on met les pieds dans quelque chose qui va pas forcément nous faire sourire du début à la fin, quoi. Clairement, là, on s'éloigne du style punchline qu'on peut retrouver dans certains autres de ses films, comme les deux Independence Day, surtout le deuxième, Godzilla, ou même peut-être encore 2012, où à chaque fois qu'il se passe un truc, les personnages ont une punchline un peu rigolote à sortir. Bon, ben là, dans le jour d'après, il n'y a pas ça. Hein. Dans le jour d'après, on n'est pas là pour déconner. Clairement, ce film-là, il est à prendre au sérieux. Et bien sûr, on ne peut pas parler du jour d'après et des films de Roland Emmerich en règle générale, sans parler des effets spéciaux, puisque il est évident que c'est un élément hyper important de chacun de ses films, même sûrement de plus en plus, puisqu'il a de plus en plus de budget pour faire ses films, il y a donc naturellement de plus en plus d'effets spéciaux, hein, parce qu'on va pas se mentir, les concepts de ces films prêtent pas vraiment à développer des scénarios avec rebondissement sur rebondissement. Tout ça est très visuel, on a un concept de base, et donc il va falloir poser des séquences choc autour de ce concept-là, et essayer d'arriver à la fin avec une sorte de solution qui est pas toujours en fonction des films. Bon voilà, c'est pas toujours hyper recherché. Je pense à Independence Day notamment, il y en a beaucoup qui lui ont reproché d'opter pour un virus informatique. Hein, donc on a affaire à une variété d'extraterrestres hyper avancés sur nous, mais qui sont pas capables d'avoir un antivirus dans leur ordinateur. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça. Et je parle même pas du scénario de Résurgence, donc la suite, hein, qui là va carrément pousser tous les curseurs au maximum, y compris les curseurs de la suspension d'incrédulité, parce que clairement, je crois que même chez Marvel, ils n'ont pas osé aller aussi loin. Mais bon, ça reste fun. Honnêtement, c'est du fun à l'état pur. C'est que ça, de toute façon. Et donc, pour en revenir aux effets spéciaux, dans la mesure où Roland Emmerich veut, peut-être plus que d'habitude, nous faire croire à son sujet, il est obligé de sortir du très très lourd pour que ce qu'on voit ait l'air vraiment crédible. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour un film de 2004, même si on regarde encore aujourd'hui 20 ans après, très honnêtement, ça reste encore très très beau à voir, quoi. Ça a pas trop vieilli et c'était hyper bien géré quand même pour l'époque. Bon maintenant, faut parler du film quand même. Enfin, on va essayer, quoi. On va essayer d'en parler parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, l'histoire du film se résume quand même pas mal à son concept, à savoir un réchauffement climatique brutal qui va provoquer des changements à l'échelle planétaire et donc provoquer des catastrophes un petit peu partout, quoi. Donc, partant de ce concept, le reste du scénario, c'est plutôt du développement de personnages, à commencer par le personnage joué par Dennis Quaid, qui est un scientifique, bien entendu, un climatologue en plus, et qui fait un petit peu le tour du monde pour aller de conférence en conférence sur le climat, histoire d'alerter sur le réchauffement climatique et les perturbations que ça pourrait entraîner. Bien entendu, on l'écoute, mais on le prend jamais vraiment au sérieux, parce que bien évidemment, les enjeux financiers et capitalistes mondiaux sont quand même beaucoup plus importants que le réchauffement climatique à l'échelle globale, qui rapporte rien. Jusqu'au moment où un autre scientifique, interprété par Ian Holm, va découvrir que le scénario de Dennis Quaid est en train de se réaliser beaucoup plus vite que prévu. Il va donc l'alerter et faire en sorte que Dennis Quaid prenne les mesures qu'il faut pour prévenir le monde entier qu'un changement se prépare très rapidement. Sauf que bien évidemment, Dennis Quaid ne va pas réussir à être pris au sérieux par les grandes instances tout de suite. Il va donc falloir attendre que les premiers événements un peu cataclysmiques se produisent pour que les mecs se rendent compte qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Il faudrait peut-être commencer à envisager d'agir, si c'est pas déjà trop tard. En parallèle, le fils de Dennis Quaid, interprété par Jake Gyllenhaal, lui s'est rendu à New York en compagnie de Emily Rossum pour aller participer à une sorte de concours inter-école, un truc, un quiz de grosse tête, quoi, où ils doivent répondre à des questions et gagner le grand prix inter-école de je sais pas trop quoi.
Le problème, c'est qu'ils se retrouvent en plein New York au moment où le climat commence à sérieusement partir en cacahuète. Donc, ils sont bloqués, quoi. Dennis Quaid va donc pas avoir d'autre choix que de décider de se rendre à New York pour aller sauver la vie de son fils. Sauf qu'il va prendre les mêmes risques en s'y rendant. Mais bon, l'instinct du père, quoi. Mais avant ça, et maintenant qu'il commence à avoir un petit peu l'attention des grands pontes, il va quand même devoir leur expliquer ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le réchauffement climatique créant la fonte des glaces, la proportion d'eau douce déversée dans les courants d'eau salée des océans se retrouve perturbée, et du coup, ça interrompt les courants du Gulf Stream, etc. Et du coup, la chaleur se répartit plus de la même manière sur la planète, et ça crée une ère glaciaire. Voilà ce qui se passe. Autrement dit, ils vont pouvoir ressortir du placard le pull tricoté par Tata Josette en 1971. On a donc affaire à 3 immenses cyclones qui recouvrent tout l'hémisphère nord de la planète et qui agissent comme des aspirateurs en aspirant l'air le plus froid des couches supérieures de l'atmosphère et en gelant tout instantanément au sol sur leur passage. Dennis Quaid va donc devoir se rendre à New York pour secourir son fils avant que l'œil du cyclone ne passe au-dessus de la ville, transformant tout en glaçons géants. Et donc, il va se lancer dans une course contre la montre, contre les éléments qui vont se déchaîner un petit peu partout autour de lui. Et alors là, on va avoir un enchaînement de scènes toutes visuellement plus cultes les unes que les autres, qui vont s'enchaîner comme ça tout au long du film, et nous en mettre plein la rétine. La scène de l'iceberg au début, la scène des tornades à Los Angeles, la scène de l'inondation à New York, la scène des hélicoptères, la scène du cargo avec les loups, et la scène de la ville qui gèle. Et tout ça sur 2 heures de film. Donc autant dire que pour s'ennuyer, il faut vraiment y mettre de la mauvaise volonté quand même. Bon voilà ce que je pouvais vous dire sur Le Jour d'après, qui est certainement, en tout cas pour moi, mais je pense pour la plupart des gens, l'un des meilleurs, sinon le meilleur film de Roland Emmerich. En tout cas, sont plus crédibles, sont plus réalistes, celui qui a eu les meilleures critiques, celui qui utilise le moins de théories farfelues, on va dire, donc probablement le film le plus marquant de ce réalisateur, même si la plupart de ses films sont marquants. Independence Day, il a marqué tout le monde. Godzilla, il a aussi marqué son temps. 2012, n'en parlons pas. Stargate, même Universal Soldier avec Van Damme et Dolph Lundgren était assez marquant aussi, je crois même que c'était son premier film, en tout cas à Hollywood. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il fait un film, on s'en souvient. Pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Ma note pour ce film, je vais lui mettre un bon 18, parce que très honnêtement, dans la catégorie des films catastrophes, c'est clairement un des tout meilleurs. Il est très clairement au sommet du panier et voilà, je pense que c'est une des références en la matière. D'ailleurs, je dirais que les meilleures références sont dans les films de Roland Emmerich, même s'il n'y a pas que lui qui a donné dans cette catégorie-là. C'est clairement parmi les meilleurs à chaque fois, quoi. Donc voilà, Le Jour d'après, en plus de ça, il traite d'un sujet qui est quand même relativement d'actualité. Le réchauffement climatique, on est encore en plein dedans. Donc voilà, pour tout ça, Le Jour d'après, pour moi, c'est un 18. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du sujet, en essayant de pas trop vous spoiler. Mais bon, vous avez compris que c'est le genre de film où il y a un concept au départ, et puis après c'est un petit peu en mode survie, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui vont devoir se débrouiller au milieu de tout ça, et c'est un petit peu à vous de faire vos pronostics, lequel va survivre, lequel va y rester. Voilà, ça consiste un petit peu en ça, quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la chaîne, ou simplement des films que je traite. Et puis moi, je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!